Et venez, venez, viens. Bon Seth, les copains, les maillots rouges, là, et Roman, vos maillots bleus, on fait comme on a dit, hein, on hype les Survivor Series, donc vous allez tous venir les uns après les autres, on va prendre NXT comme ça à revers, mais on s'en fout, il est pas là Hunter. Les filles, Charlotte, Sacha, vous les ramenez toutes, voilà, et on les attaque. Comme ça, on fait un gros bordel, c'est ça qui fait des ratings, c'est ça qui fait des audiences. Gros buzz, tout le monde part des Survivor Series, et on fait un quoi? Ah, salut Hunter. Bah non, je m'installe, bah le show commence dans 1 heure, hein? Bah on fait comme les précédentes semaines, là, depuis que tu m'as dit qu'on mixait tous tes programmes avec tes petits gars, là. Bah je fais la gorilla position, là, pour ton show NXT. Attends, bah tu veux voir, j'ai fait le script, là, je suis en train de... Quoi, ça va pas? C'est pas moi? Ah non, on avait dit, là, pour tes ratings, là, depuis que t'es... Comment ça? C'était jusqu'à ce qu'on les batte? Ah oui, mais j'ai Survivor Series, en plus, et là, tu utilises des catcheurs, là, que je vais avoir, moi, demain, à gérer. Bah c'est normal que je les gère aussi, et que... Ah non! Supposé dans le cadre d'un NXT Takeover, oh non, mais tu... Mais oui, mais on avait plein de trucs, là, regarde, j'ai fait déplacer le roi, Charlotte, j'ai le fiston. Il y a le gros chien, normalement, il arrive et tout, avec un hélicoptère. Toi, tu vas nous faire quoi? Tu vas nous faire du catch, là? C'est pas ça le projet, c'est pas ça WWE, enfin. Ah oui, c'est ça. Bah, tu sais quoi, hein? Tu sais quoi? Ah voilà, regarde, je lâche le truc, hein, et tu te démerdes. Tu te démerdes, Hunter. Vas-y, fais le boulot, vas-y. Je reste là et je te regarde, hein? Je te regarde, vas-y, fais. Ah bah si tu sais mieux faire que moi. Putain, ce beau-fils là, il faut vraiment qu'il soit marié avec Stéphanie, celui-là. Hein? Non, je disais, on va passer une bonne après-midi. Hein? Oui, bah il est un peu tard pour l'après-midi. Ah! Non, mais vas-y, assis-toi, je vais regarder. Hein, je regarde. Je dis rien. Ouh là là, je dis rien. Wow, salut à tous, c'est Sturi, on se retrouve pour le Qu'est-ce qui s'est passé de NXT TakeOver Wargames numéro 3, en direct de Chicago, la rampe de lancement de ce Survivor Series Weekend, avec un show NXT qui était forcément très attendu puisque c'était le premier gros événement depuis que NXT est diffusé à la télé et passé sur ce format live de 2 heures par semaine. Beaucoup de choses se sont construites et je vais pas y revenir, beaucoup de choses également ont servi à la construction des Survivor Series qui impliquera NXT directement. Juste pour vous rappeler que ce soir 20h nous serons en direct, Ludivine, Flo et moi-même pour la preview complète des Survivor Series où bien entendu je leur poserai la question et je leur demanderai de me faire un retour sur ce qu'ils ont vu d'NXT TakeOver et je pense que leur retour ne va pas vous surprendre, tout comme le mien, puisque NXT TakeOver Wargames était un show qui a tenu toutes ses promesses. Voilà, je vais mettre la mauvaise foi légendaire de Sturi de côté, j'ai vraiment beaucoup apprécié le show et ça me permet tu vois de faire une transition super sur comment généralement on apprécie un show, comment on trouve qu'un show est meilleur que d'autres. À mon sens ça se base aussi sur pas mal d'attentes, ce qu'on attend d'un show de catch, et quand t'as une recette comme ça aussi complète, à savoir des bons matchs, de la technique, du work rate dans le ring, des spots très impressionnants, de l'émotion, du drama, des surprises, on a comme ça plein d'éléments qui ont été respectés et moi ce qui m'impressionne le plus avec ce NXT TakeOver c'est que ça s'est passé avec seulement 4 combats. C'est la première fois que TakeOver n'accueillait que 4 combats avec une formule un peu différente puisqu'il y a eu un kick-off et un kick-off pendant lequel on n'a pas enregistré, on n'a pas fait des tapings pour la semaine suivante puisque NXT va reprendre ses diffusions directes, mais on nous a présenté un bon match, un chouette match entre Angel Garza d'un côté qui est clairement une valeur montante et Isaiah Scott. C'est une victoire d'Angel Garza qui fait pas trop de surprises hein, malgré tout. Et les mecs en 6 minutes d'action nous ont montré quelque chose de plus que correct avec un bon investissement de la part du public et je sens vraiment qu'il y a un projet autour d'Hector Garza qui pourrait véritablement exploser au fur et à mesure qu'on le voit présenté dans le ring. Il y a un petit côté Eddie Guerrero qui me plaît quand même pas mal dans l'idée, dans le personnage, dans son côté un peu roublard, un peu filou, mais toujours tu vois la belle gueule, le beau sourire. Et en seulement quelques mois qu'on voit Garza désormais à l'écran, j'ai l'impression qu'il, sans avoir montré l'étendue de son work rate, je suis beaucoup plus convaincu qu'un Andrade Cien Almas qui a mis beaucoup de temps tu vois à se trouver au sein même de NXT pour finalement un peu se perdre dans le main roster. Angel Garza, il y a une formule simple et j'ai vraiment hâte de voir la suite et en espérant que NXT continue tu vois de le développer, qu'on sorte peut-être par la suite de cette division Cruiserweight, qu'on l'amène à côtoyer les sommets, ce serait vraiment pas du luxe. Fait très important qui est arrivé pendant le kick-off, et ça c'est un point que je mettrai en positif mais aussi en négatif et je vais y venir. On nous apprend pendant ce kick-off que Mia Yim, qui s'était bien préparée, en plus elle avait fait un beau face paint en hommage un peu à Bull Nakano, qui est une catcheuse que j'admire énormément pour son travail dans les années 90. Mia Yim s'est fait, on nous rapporte, attaqué backstage par Ron Sepaki et remplacé au pied levé par Dakota Kai. C'est le choix de Rhea Ripley. Rhea Ripley découvre que
l'une des membres de son équipe n'est pas en condition physique pour pouvoir performer ce soir. Dakota Kai est présente auprès d'elle et forcément Rhea Ripley se tourne vers Dakota Kai et lui dit bon finalement t'es là, voilà. Et Dakota Kai ok, soit tu lis directement que ok tu me fais confiance tout ça et je vais tout faire pour pas te décevoir, mais tu peux lire aussi que ah ouais c'est bien je suis la solution de secours et est-ce que ça va véritablement me plaire, et ça a été une clé décisive pour l'opener du match. Et là où tu vois ça me déçoit, c'est que cet angle a été très très bien expliqué tu vois pendant le kick-off, mais qui regarde le kick-off? Il y a une différence considérable entre les gens qui regardent les shows principaux et les gens qui s'attardent sur le kick-off. Le kick-off est souvent mis de côté, et encore plus peut-être un kick-off de NXT qui n'a pas été hypé outre mesure, puisque le match entre Isaiah Scott et Angel Garza n'a pas été amené avec toute une storyline, tout un programme qui s'est établi sur plusieurs semaines. On a juste eu à l'ouverture du show, parce que c'est les femmes qui vont ouvrir avec le premier Wargames, une petite phrase comme ça crachée par Mauro Ranallo de Mia Yim n'est pas en état pour combattre ce soir, elle est remplacée par Dakota Kai et bonjour au revoir, qu'est-ce qui se passe, on va découvrir la suite. Ça me gêne un peu parce que il y a tout un élément comme ça scénaristique qui est pour moi important, qui fait part du kick-off, qui n'a pas été véritablement tu vois exploité après sur le NXT TakeOver principal. Et si toi tu regardes que NXT TakeOver, tu peux te dire bah qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été attaquée, est-ce qu'on a une vidéo, est-ce qu'on a quelque chose, et moi ça me perturbe un peu. Je me dis voilà, il faut vraiment alors t'es obligé de tout regarder quoi, et je sais que beaucoup de personnes ne feront pas l'effort, parce que est-ce que c'est vraiment un effort, tu vois, d'aller regarder le kick-off, parce que c'est TakeOver qui prime, mais jusqu'à présent, en plus, les kick-offs de TakeOver ne servaient vraiment à rien. Donc on est parti, Wargames féminin, très très belle mise en scène, avec la cage, il y a des rayons laser, il y a un peu de pyrotechnie, ça fait du bien de revoir de la pyrotechnie chez WWE, j'oublie souvent d'en parler, mais en plus de ça, pour NXT, ça rend le truc un peu plus huge. Il y a une foule qui est très compacte hein, pour Chicago, qui est déjà très vocale, qui est déjà dans le bain, et ces filles ont eu une construction incroyable pour tout leur programme, et c'était probablement le match qui me hypait le plus pour ces Wargames, et finalement j'ai absolument pas été déçu. Candice LeRae va commencer avec Yoshirai. Yoshirai déborde de popularité, en effet elle est du côté obscur de la force, elle est heal, mais ce repackaging, son côté totalement fou, séduit énormément les foules NXT, et à Chicago elle a été accueillie comme une déesse. Pas réellement à Paris hein, d'avoir mixé dès le début Yoshirai et Candice qui se connaissent bien, qui ont une réelle animosité, ça a offert 5 bonnes minutes de catch. Bianca Belair est la première qui vient renforcer l'équipe de Yoshirai, Bianca Belair qui démontre vraiment l'étendue de sa force, de sa puissance. Ça me perturbe toujours de la voir un peu plus vendre et prendre des coups parce qu'elle a une manière vraiment bizarre de vendre avec les bras en l'air, un comportement assez étonnant. Quoiqu'au début ça me dérangeait, qu'aujourd'hui ça a plus tendance à m'amuser. Rhea Ripley, la capitaine, va tout de suite venir renforcer Candice LeRae, et c'est un truc qui est très important, très symbolique, c'est les filles dans la cage, et je pense que c'est Dakota Kai, j'ai pas revu les images, j'ai malheureusement visionné ça qu'une fois cette nuit, mais j'ai ce souvenir comme ça de Dakota Kai qui lui dit vas-y t'es la capitaine, montre-leur tout ça, et Rhea Ripley tu vois elle se chauffe, elle y va, et putain ça fait en fait énormément de sens avec la suite. Donc Rhea Ripley fait un gros carnage, elle a cette aura de star qui lui va super bien, les confrontations directes avec Yoshirai, avec Bianca Belair, ça fonctionne du feu de Dieu, et puis en plus pour se hyper tu vois, pour mettre la foule encore plus avec elle va sortir des tonnes d'objets, il va y avoir des chaises, il va y avoir des poubelles, ça va devenir très sauvage. Il va pas y avoir de table, ça va valoir quelques bouts, et Kelly Ray va être fantastique parce que Kelly Ray est la prochaine à venir. Elle va ramener encore 2-3 armes, elle va teaser le fait de sortir une table pour finalement pas l'amener et juste se choper de la bonne 8 de la part du public. Kelly Ray qui est un peu plus méconnue, je pense, aux yeux du grand public NXT. Un peu bizarre à dire ça, le grand public NXT. Mais elle va faire un taf vraiment très très propre, elle va prendre pas mal de chouettes bumps, elle va être dans des superbes actions. Et son ajout vraiment à ce match va vraiment dynamiser les choses. Je me suis pas ennuyé une seconde avec ces dames, c'est un peu fou. L'élément perturbateur, le truc que je voyais absolument pas venir, c'est le heel turn de Dakota Kai. La catcheuse néo-zélandaise est normalement censée être la prochaine à venir au ring. Elle sort de la cage, tu vois, elle est prête à y aller, elle était pas prévue pour le match, je rappelle. Elle a une longue histoire en plus avec Rhea Ripley, avec Shayna Baszler, donc ça va être assez intéressant de voir comment les choses vont se décortiquer. Elle fait demi-tour, elle retourne vers la cage et elle défonce la gueule de sa meilleure amie Tegan Nox. Le duo Team Kick qui nous avait vraiment présenté comme un duo soudé, tu vois, elles avaient eu un super match par équipe contre Kairi Sane et Asuka. Il y a Tegan Nox qui est sur le tour et qui chope en effet un peu plus d'attention que la pauvre petite Dakota Kai, pour qui on comprend un petit peu son espèce de mal-être, elle comprend pas trop sa position, elle est d'abord éloignée de cette team Rhea Ripley. C'est-à-dire c'est un heel turn qui est super parce qu'il est très choquant, le public est bouche bée, ils vont vraiment laisser exprimer la violence de Dakota Kai qui va éclater encore un peu plus le genou de Tegan Nox. Elle va avoir des expressions faciales vraiment très étonnantes, il y a des plans également sur Shayna Baszler qui est ravie de voir la situation et de voir que Dakota Kai a finalement
finit par péter un câble. On peut peut-être avoir des regrets, et j'ai quelques petits regrets, tu vois, dans le coin de ma tête, parce que Dakota Kai avait peut-être encore plus de choses à exprimer en tant que babyface au sein d'NXT, mais ce heel turn va véritablement, je pense, conforter, tu vois, cette personnalité nouvelle qu'on va vraiment découvrir, on l'a jamais vu comme ça. Elle a un super work rate dans le ring, moi j'ai jamais été dérangé par un seul match de Dakota Kai, elle est assez innovante, elle peut être un peu violente justement, et c'est ça aussi qui peut consolider ce nouveau heel turn. Et Tegan Nox, sans déconner, elle a fait, pour l'instant, ce qu'elle a fait de mieux chez WWE, à savoir vendre et pleurer. Dit comme ça, c'est un peu chaud, mais elle pleure super bien, Tegan Nox. Non mais vous l'avez recrutée juste pour pleurer, pour nous faire fondre en larmes, pour se dire ah là là, la pauvre quoi. Parce que pour l'instant, on l'a pas réellement vu catcher, elle a pas été très exposée, Tegan Nox. Elle vient de revenir, en effet, il y a un gros soutien populaire, elle gagne des matchs quand Dakota Kai en gagne pas. Donc super, ça ouvre des super pistes, et surtout, ça va totalement changer la donne et changer l'histoire de ce Wargames qui a eu, je le dis, un super storytelling. Candice et Ripley dans le ring vont se retrouver seulement à 2, et Shayna Baszler, elle va vendre le truc super bien, elle va se dire bah c'est bon, ça va être tranquille, ça va être une affaire pliée. On est 4, elles sont 2, et le miracle sur la 34e avenue se produit. Après des spots totalement fous, des contres super cool, Io Shirai qui nous claque un moonsault depuis le haut de la cage sur Candice LeRae et Bianca Belair, c'était super. Kelly Ray qui va se faire neutraliser avec un incroyable coup de poubelle de la part de Rhea Ripley. Et il y a le spot de la menotte, il y a Shayna Baszler qui avait tenté de menotter Rhea Ripley un petit peu plus tôt dans le match, elle n'avait pas réussi, et là, un super fusil de Chekhov, Rhea Ripley va servir de sa menotte pour s'attacher elle-même à Shayna Baszler, et ainsi faciliter, tu vois, le fait qu'elle puisse porter un pump handle drop, puisque ça consiste à bloquer justement le bras avec le bras sous les jambes. Hop, elle la lève, c'est quoi, elle appelle ça le riptide, un truc du genre, et elle finit comme ça en powerbomb directement sur les chaises, et elle bat la championne Shayna Baszler, qui pourtant s'apprête à aller faire un gros match demain contre Becky Lynch, contre Bayley, mais c'est une décision très couillue, et le résultat est vraiment très satisfaisant, puisque Rhea Ripley, 23 ans, devient une immense star aux yeux du public d'NXT, et tout le monde va vouloir qu'elle soit celle qui soit construite pour aller battre Shayna Baszler dans le prochain gros événement des takeovers, et ça me tarde énormément. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi cette piste un peu folle, de se dire, est-ce que Io Shirai, avec son excédent de popularité aux yeux du public, va rester une heel? Qu'est-ce qui va se passer entre Dakota Kai et Tegan Nox? Le super tap de Candice LeRae aussi qui est à souligner, enfin bref, c'est, mesdames, un régal. C'est mon Wargames préféré depuis que la stipulation a été ramenée du côté d'NXT. Bravo, super opener, et même mon match de la soirée, je le dis tout de suite, voilà, comme ça c'est fait. C'est ton idée, ça, les deux cages? Ah, je croyais que t'innovais. Hein, ouais, t'es en train de repiquer des trucs à Turner, là. Ah, Turner, oh là là. NXT, le futur, on innove, le catch 2.0. Ah, l'idée, là, de faire un truc, là, comme ça, les femmes, là, l'histoire, hein, c'est toi, ça, peut-être? Hein? Alors c'est qui? Oui, les gens sont contents. Oui, je sais. Oui, bien sûr. Oui. Tu vas voir ta grande Australienne. 23 ans, ta grande Australienne, là, je vais te la prendre. Je vais te la prendre. Hein. Je vais lui allonger un chèque que tu pourras jamais faire, que t'as même pas pu imaginer. Et tu vas voir, là, ta Rhea Ripley, là, je vais l'appeler Rhea Murphy. On va dire que c'est la sœur de l'autre, la Buddy Murphy, on n'en fait rien du tout. Oui, c'est un bon catcher. Oui, peu importe. Tu vas voir, je vais leur préparer un angle d'inceste à ces deux-là, là, elle va être enceinte et tout, ça va être... Ah là là. Et moi, je vais faire des ratings avec ça. Ça va pas être comme ton truc, là, 800 000 vues, que... Allô, Vince, il faut m'amener des catcheurs, hein. Ouh là là, et écoute-moi bien. C'est qui ça, Pete Dunne? Je vais passer un peu moins de temps sur les deux matchs qui vont suivre, et pourtant ceux-ci ont passé quand même pas mal de temps à l'écran. Triple Sweat Match, Killian Dane, Punishment Martinez et Pete Dunne, ça sera une victoire pour le Bruiserweight au bout de 20 minutes. C'était long cette affaire. C'était long, mais ils ont pris un pari assez intéressant de pas tomber dans les deux heels vont s'attaquer ensemble sur le face, et le face va devoir revenir. Non, en fait on a toujours eu une action assez équilibrée, avec tout le monde a pu prendre un peu le dessus, et même si Killian Dane n'est pas un personnage dans lequel je m'investis très particulièrement, je trouve pas qu'il ait une construction vraiment très excitante au sein de NXT, faut pas lui enlever que ça reste un super worker, voilà, ça passe plutôt crème. Punishment Martinez, il y a un truc qui est en train de se passer, il a été encore une fois très propre, je suis très content de voir que Punishment Martinez, à savoir Damien Prieur, Damien Priest, ne botche pas, voilà, parce que c'est ce qui m'énervait le plus du côté de Ring of Honor, c'était de le voir faire des moves super cool pour derrière manquer totalement de fluidité, être super sloppy. Là, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un de nouveau, de transformé, et WWE a réussi à faire ça avec ce catcher, et j'ai hâte d'en voir un peu plus, mais en effet, parmi ces trois catcheurs, il n'y en avait aucun des trois qui était suffisamment prêt, à part Pete Dunne, pour aller chercher, tu vois, Adam Cole le lendemain au Survivor Series, donc le bon catcheur a gagné. Beaucoup de nearfall, par contre, c'était assez épuisant de voir des tombées sans arrêt cassé, tu vois, j'avais l'impression que c'était une partie de WWE 2K où tu fais un triple sweat, t'étais incapable de le gagner alors que tu le domines, parce qu'il y a toujours un catcheur qui vient de casser une prise, casser un tombé, et c'est particulièrement très relou, ça peut des fois durer des heures. Et là ça a été 20 minutes, voilà, avec pas mal de surenchères, et j'ai senti que le public commençait un petit peu à descendre, surtout que ça s'est pas fini avec un gros finish clean, ça se termine un petit peu avec une petite bizarrerie, c'est Killian Dane qui porte
le Bruiserweight sur son dos, il veut faire une espèce de senton splash. Et il le réussit, tu vois, sur Punishment Martinez. Et Pete Dunne prend un peu moins l'impact et se sert justement de ça pour aller faire un tombé, décrocher un compte 2-3. Bon, j'ai trouvé que c'était assez, en effet, un peu original, mais très inattendu au vu d'une construction de match assez épique, où je pensais qu'on allait avoir un super move depuis une 3ème corde pour vraiment clôturer l'action. Un peu trop de surenchère à mon goût, un peu long, en effet, mais rien à enlever à la performance athlétique des 3 hommes dans ce match. C'était très bien. C'est à moi ce barbu. C'est un barbu qu'on avait, ça, non? Mais c'est pas un viking, ça? Et le grand avec des tatouages, pourquoi t'as des catcheurs qui font plus d'1m80? On avait dit à NXT, c'est pas plus d'1m80. Comment ça se fait qu'on prévienne jamais? Mais là, tu viens de faire gagner le plus petit? On pourra l'affronter ton Adam Cole, là, et tous ses copains. C'est quoi, c'est championnat Cruiserweight, c'est ça, hein? Ouais, parle pas comme ça à beau papa, quoi. Adam Cole. Pete Dunne. C'est un anglais. Lui, on va bien le peigner, là, on va lui donner un bain. Compris au business, ce garçon. Oui, non, mais tu sais mieux faire que moi, vas-y. Ah, c'est ton grand blond, là, pieds nus, là. Finn Balor contre Matt Riddle, j'ai vraiment un énorme regret de ne pas avoir eu Gargano contre Balor, et malheureusement, les blessures font que. Matt Riddle a eu un très bon traitement dans le match, mais il y a quelque chose, là aussi, qui m'a un peu dérangé dans le lancement du combat, c'est qu'il est censé y avoir énormément d'animosité entre les deux catcheurs, parce qu'ils se sont quand même balancé des sacrés noms d'oiseaux. Il y a un Finn Balor heel qu'on a envie de voir être un peu plus brawler, un peu plus explosif. Le match a commencé avec de la technique, du chain wrestling, du jaugeage, réellement, et même si c'était super dans l'exécution, c'est, moi, personnellement, pas ce que j'attendais, tu vois, pour lancer les hostilités entre les deux hommes. Après, ça a été très bien fait, c'était plutôt régalant. Donc quelque part, c'est à demi excusé, sans problème. 15 minutes de combat, voilà, une formule un peu classique des oppositions 1 contre 1 d'NXT, un petit peu plus bas dans la carte, mais surtout un œil un peu curieux de voir le nouveau Finn Balor dans ce cadre. Le moveset a pas réellement changé, il a pas des réelles attitudes de heel pendant le combat, ça reste quand même un Finn Balor très athlétique, très intéressant à avoir évolué, et un Matt Riddle qui a réussi à correctement évoluer, placer tout son moveset pour Finn Balor, pour briller tout simplement, même dans la défaite, avec le petit clin d'œil, la spear et le jackhammer pour Bill Goldberg. Le bon catcheur à gagner, là aussi, c'est une victoire de Finn Balor. Clean, voilà, on n'a pas cherché à protéger Matt Riddle, qui a, je pense, obtenu en tout cas suffisamment de momentum pendant toutes ces dernières semaines à NXT, avec de très grosses victoires, notamment cette semaine où il bat Ricochet, il arrive à repousser Nakamura, il arrive à repousser Cesaro, enfin, il a vraiment été construit très fort, Matt Riddle. Et là, de le voir perdre clean, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, ça y est, ils vont pas chercher non plus à surprotéger ce catcheur. Et puis, un Finn Balor qui termine, et là aussi, pour le clin d'œil, c'est plutôt sympa. Il termine avec le Bloody Sunday, le 1916. Donc ça réhabilite un petit peu plus le mouvement qu'il va utiliser en tant que heel. Il y aura peut-être plus de coups de grâce de la 3ème corde de David Double Fouston. Et c'est vraiment pas pour me déplaire, et j'ai hâte de voir la suite. C'est vraiment le programme contre Gargano, là, que j'attends le plus désormais. Ah, tu veux préparer un truc à l'avenir entre lui et Bill Goldberg? Pourquoi, tu penses avoir Goldberg chez toi un jour? Bah, mon pauvre, tu vas devoir aligner, hein. C'est pas avec les audiences que tu fais que tu vas pouvoir t'acheter un Bill Goldberg, hein. Compte pas sur moi pour aller chercher ton blondinet, là. Tant qu'il met pas de chaussures, il affrontera jamais Goldberg. Lui, il s'est pris pas. Mais il est marrant, C'est quoi son nom déjà? Paul Lévesque. Mais c'est lui, Ciampa? Lui aussi, ça a barbu de chez moi, il a du maquillage, c'est un viking ça aussi. Mais on a que des vikings, on a un problème avec les barbus, on a trop de barbus dans cette compagnie. Enfin, le dernier takeover, le takeover Wargames masculin cette fois-ci, avec Undisputed Era d'un côté, et la team Ciampa dont on ne connaît pas le dernier membre. Et je me doutais que ce membre n'allait pas être révélé à l'entrée des catcheurs, qu'il aurait fallu attendre la dernière minute pour voir qui allait être révélé. Alors, jusqu'à ce moment, tout le match a été, superbement, j'ai vraiment trouvé superbement construit, c'était un superbe choix de démarrer avec Ciampa et Roderick Strong, qui ont une super chimie dans le ring. Le fait d'ajouter Kyle O'Reilly, ça m'a rappelé la période où Roderick Strong et Kyle O'Reilly faisaient équipe ensemble, et ils ont des combinaisons qui sont très cool, et voir un Ciampa combatif qui est très populaire avec le public, ça fait vraiment sens. Alors d'abord l'arrivée de Dijak, je m'attendais à voir un peu plus de choses faites par Dijak, mais il va pas voler la vedette. Ça va plus être le rôle de Keith Lee qui va arriver dans un second temps. Taylor qui commence à faire ne serait-ce que des leapfrogs, t'as tout le public de Chicago qui était conquis, et là je doute que Keith Lee sort totalement des sentiers battus, et ce n'est vraiment plus sans raison que je considère Keith Lee comme un projet de grand avenir chez WWE, et surtout ne le foirez pas. Keith Lee peut être un catcheur qui ramène beaucoup d'argent à WWE si vous faites bien les choses, entre son visage, sa condition athlétique, le fait qu'en plus ce mec se blesse pas, tu vois, il est plutôt solide, qu'il sache prendre des risques, et que malgré tout, malgré son gabarit, malgré ses prises de risques,
il a l'air quand même super safe. Ça, c'est important, tu vois, dans le catch, de pas avoir un catcheur trop rude, trop dangereux. Il sait imposer son rythme, et son rythme ne déplaît pas du tout à la foule NXT. Donc là, je vais réellement, ce soir, au Survivor Series, avoir les yeux braqués sur Keith Lee, qui peut être une des meilleures pépites, un des meilleurs secrets gardés de WWE jusqu'à présent, pour peut-être être la superstar de demain. Je mise énormément là-dessus. Attends, mais c'est qui, ça? Mais c'est à moi. Mais il vient chez toi. Mais il est à moi, Kevin. Mais tu me prends mon Canadien rigolo? Bah je l'aime bien, je sais surtout que l'avoir chez moi ça te fait chier, et ça me fait encore plus plaisir. Bah c'est comme ça, et ne me dis pas encore que t'as pas besoin de mes mecs. Hein. Et les gens sont contents de le voir, ils sont jamais contents normalement de voir Kevin Owens, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Adam Cole va arriver le dernier, il va sortir plein de tables de sous le ring, voilà, pour amener la violence, le côté sauvage du match, et ça y est, et puis quel effort, tu vois, de la part d'Adam Cole. Il nous a sorti 5-6 tables, mais les unes à la suite des autres, pour dès lors qu'il avait fini, hop, il va se faire balancer par Tommaso Ciampa, il va déjà s'en prendre une. Et ça y est, on arrive au moment attendu, à savoir qui est le dernier membre de la team Ciampa. Et on avait un peu tout lu sur internet, hein, on avait essayé de tout comprendre. Et ben ils nous ont ramené quelqu'un du roster principal, à savoir Monsieur Kevin Owens, pour une pop gigantesque de la part du public, et une idée qui fait totalement sens quand tu réfléchis bien, puisque Kevin Owens avait hésité quand Triple H lui a dit rejoins NXT, rejoins-nous. Undisputed Era l'avait attaqué un peu sans raison, et ça avait étonné Triple H. On avait eu une réaction de Triple H visible à l'écran, pas véritablement en phase avec les agissements d'Adam Cole et ses potes. Kevin Owens qui vient aider la team Ciampa, ça crée vraiment une espèce d'euphorie de la part du public NXT, qui a pas du tout oublié ce que Kevin Owens a apporté au produit. Et par contre, on ne sait pas si c'est du one shot, si c'est permanent, est-ce qu'il va rester dans la team Raw demain au Survivor Series. C'est bien parce que c'est un élément qui nous permet aujourd'hui de nous poser plein de questions sur comment les choses vont être organisées, et comment Triple H a réussi à débaucher, tu vois, un catcheur du roster principal pour l'amener dans son écurie. Je trouve que ça ouvre des portes, tu vois, pour des explications déjà ce soir au Survivor Series. Ça va même rendre le kick-off intéressant, c'est pour te dire. L'utilisation d'Owens va pas non plus éclipser l'idée du match, tu vois. Owens va avoir une chouette confrontation avec Adam Cole, mais pour finalement la perdre après un Canadian Destroyer porté sur l'entre-deux rings, tu vois, et l'espèce de plaque de métal. C'était visuellement très impressionnant à observer. Et puis il faut bien entendu qu'on parle de ce bump de fin, ce bump totalement fou, qui amènera la victoire de la team Ciampa. Tommaso Ciampa va porter un air raid, une espèce de kryptonite crunch, voilà, pour les anciens, sur Adam Cole depuis le haut de la cage vers 2 tables qui étaient posées sur le ring. Et c'est un bump qui est hallucinant. Voilà, c'est juste fou. Je me mets à la place de Adam Cole, qui a dû trouver le temps paraître une éternité pendant tout le long de la chute, et ça devait être la même pour un Tommaso Ciampa qui revient, je rappelle, de blessure. Le truc a pas l'air, je sais pas. Je sais pas si vous avez vu les anciens, parce qu'il y a eu pas mal de gros air raids plutôt impressionnants qui ont été portés, notamment dans la feud entre Ciampa et Johnny Gargano, depuis des hauteurs, à travers des tables, etc. Et les catcheurs ont toujours le réflexe un petit peu de relâcher la jambe qu'ils gardent derrière pour avoir une meilleure zone, tu vois, d'atterrissage et plus d'appui, pour amortir le choc. Et là, c'était très impressionnant de voir que Ciampa ait conservé pendant tout le long de la chute la jambe de Adam Cole, qui a dû, je pense en tout cas, bien sentir cette chute. Un gros bump pour le business, et un moment qui a scotché vraiment tout le public de Chicago, et qui a offert une victoire, bien entendu, à Tommaso Ciampa. Il fallait aucunement que Adam Cole se dégage de ça. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va être en état demain? Est-ce qu'il va catcher demain contre Pete Dunne? Ou est-ce que Pete Dunne, il a dû voir ça, il a dû se dire « Ah, bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle, quoi. Je pars avec un réel avantage sur Adam Cole. » En effet, c'est un peu fou, parce qu'on va se poser des questions. Ça me dérange un peu, parce que je me dis « Oui, ça se trouve, ce soir, il catch. Et il va falloir vendre les blessures de la veille. » S'ils peuvent écrire ça correctement, ça peut être une sacrée écriture. Est-ce que WWE va d'ailleurs rediffuser des images de ce bump pendant le Survivor Series, ou faire abstraction de tout et se dire ça n'est jamais arrivé? Les commentateurs, pour moi, c'est pas Mauro Ranallo, tu vois, qui commande, qui va toujours chercher, tu vois, les gros indices. Il parle de tout, Mauro Ranallo. Pendant le bump, après le bump, il y a Britt Baker. Il y a un plan sur Britt Baker, la catcheuse de Elite Wrestling, qui est Madame Adam Cole, hein, il faut le savoir, qui est très concernée par ce qui vient de se passer à son mari. Et même Mauro Ranallo, il voit le plan, il la reconnaît, il parle de Britt Baker. Il a pas dit All Elite Wrestling, mais il a parlé de Britt Baker, tu vois, à l'écran. C'est fou, tu vois. Et apparemment, Triple H en a parlé de ce truc. Je crois que c'est une interview qui a été donnée après une interview audio à Fightful. Et Triple H dit sur cette affaire Britt Baker que il voulait pas à la base qu'elle soit filmée, que ça s'est un peu fait par erreur, et il aimerait surtout pas qu'elle ait de la hit dans les backstage de Elite Wrestling, parce qu'elle a été voilà, filmée dans les premiers rangs du côté d'NXT. Bah voilà, c'est bon, personne n'est con, quoi. C'est son mari, quoi. C'est voilà, on va pas être con jusque là, quoi. Je sais que All Elite peut-être se vanterait d'avoir, j'en sais rien, René Young au premier rang pour un match de Dean Ambrose, mais
Bon, elle participe pas vraiment à l'action et ça a été un plan qui a été fait sur à la base une fan concernée par l'action et ça tombe sur Britt Baker et c'était tout à fait logique qu'elle soit très concernée par ce qui est arrivé à Adam. Ou attends demain. Parce que là, tous tes mecs là, alignés là. Ah, tu veux faire ça. Ah, tu veux me faire passer pour un con. Tu veux m'humilier, c'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça vraiment que tu veux? Parce que tu crois que je le vois pas ton petit manège là depuis... Ah oui, mais dans les médias, je dis oui, je regarde pas tout ça, mais je vois très bien ce que tu veux faire, hein. Tu veux récupérer de la sympathie, hein. Tu penses que c'est toi qui vas prendre les rênes après que je sois là occupé avec XFL. Oui, j'ai pris l'argent pour la XFL, mais ne pense pas une seconde que les lundis et les vendredis soirs, je serai pas présent pour faire des trucs et taper les gros scores d'audience que tu feras jamais. Jamais! Super là, ouais, vas-y, va à ton Facebook Live, vas-y, pars! Pour l'après-show Facebook Live, on a eu l'annonce des lutteuses pour NXT lors du Survivor Series, et une annonce qui était super parce que c'est bien, c'est Rhea Ripley qui sera la capitaine, ça on s'en doutait un petit peu. Et en plus d'être capitaine, Rhea Ripley a pu composer elle-même son équipe, tu vois, ce que Sasha Banks, Charlotte n'ont pas pu faire à Raw, Seth Rollins non plus, Roman Reigns non plus, et elle va faire son choix en justifiant chacun de ses choix, tu vois, c'est vraiment le sélectionneur, c'est Didier Deschamps qui fait sa composition dans l'équipe des 23, qui va dire pourquoi lui, et je donne mes explications, et j'ai trouvé que cette mise en scène était... en tout cas, la manière dont elle a présenté les choses, Rhea Ripley, elle était très à l'aise avec le truc, et elle nous a mis une Dream Team, mon pauvre, c'est... Donc Candice LeRae, parce que forcément elle est aujourd'hui la catcheuse en qui elle peut avoir le plus confiance, là elle vient quand même de gagner un match à 4 contre 2, donc bien sûr que tu vas lui faire confiance, tu vas certainement pas prendre Dakota Kai. Elle prend Yoshira et Bianca Belair parce qu'elle reconnaît que les deux filles, même si elles étaient adversaires ce soir, ont fait des choses totalement folles et les avoir dans son équipe sont un vrai plus. Et enfin, elle choisit, ça pour le plus grand plaisir, tu vois, des amateurs de catch UK, elle choisit Toni Storm dans son équipe, qu'on avait entreaperçu à SmackDown, qu'on avait jugé pas trop respecté Toni Storm parce qu'elle arrivait un petit peu dans l'anonymat. Sans grande raison, elle choisit Toni Storm dans son équipe et ça fait vraiment 5 catcheuses avec un potentiel de malade, tu vois, à l'avenir même pour WWE et j'ai très peur que voilà de les voir de les voir vendre pour des catcheuses comme Dana Brooke, comme Carmella, tu vois, comme ça au plus grand des calmes, ça serait ce serait un petit peu un peu peinant, un peu dommage. Enfin bref, voilà, c'est tout pour moi pour ce NXT Takeover que j'ai vraiment apprécié. J'ai pas du tout envie de déconstruire le show. J'ai beaucoup plus de crainte ce soir pour le Survivor Series, mais rassurez-vous, je vais beaucoup écouter ce qu'auront à me dire Flo, Ludivine, et je me rappelle également, il y a des QR codes, WWE Supercard à gagner, il y aura même une surprise pour ce super kick-off des Survivor Series. On vous attend très nombreux, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à tout à l'heure en live sur la chaîne C'est ça le catch. C'était Sturi. Ciao, bye bye.